Bonsoir à tous. Nous vous remercions d'être venus si nombreux ce soir. Nous remercions le ciel de ne pas nous tomber sur la tête. Et nous remercions aussi les transats de vous permettre d'être bien installés pour écouter cette très belle histoire. Donc c'est une histoire qui nécessite un lieu particulièrement cocon, où chaque mot a son importance. C'est un texte qu'il faut écouter tranquillement et qui ne supporterait pas les bourrasques du vent. Donc merci autant. Le cadre de la roseraie, son écrin de tranquillité et la fraîcheur que nous avons ce soir est un moment idéal pour l'imprégnation de ce mini-roman qui est un objet précieux de Claire Ebel, qui est présente ici ce soir à la table. Donc nous avons la chance d'avoir l'auteur avec nous. Et vous pourrez discuter avec elle ensuite si vous êtes intéressé. Merci de votre attention. Et voici donc La Petite Louise, un mini-roman de Claire Ebel. Marjorie entre dans le salon, les mains encombrées de paquets et un tas de courriers coincés sous le menton. Elle dépose son chargement sur le canapé, jette son trousseau de clés sur le bahut et fait voler ses chaussures pointues. Elle retire un magazine de la pile et arrache le film transparent qui le recouvre. Ainsi dénudée de son emballage plastique, l'actrice qui prend la pose en couverture retrouve tout son éclat. Marjorie la contemple. Puis, comme chaque semaine, elle l'imite et se compare. Nuque cambrée, regard de côté, ses yeux pétillent comme un diabolomante. Elle a conscience que son nez busqué ne correspond pas aux critères actuels de beauté, mais elle se plaît comme elle est. S'assume, mais cela se voit. Ses particularités sont ses papiers d'identité. Elle s'apprête à savourer sa lecture quand Vincent entre dans la pièce. Il l'embrasse et lui arrache d'un coup sec le magazine des mains. Elle bondit pour le reprendre. Ils chahutent comme des enfants, car ce petit jeu est un rituel hebdomadaire. Pendant qu'il lit son horoscope, elle le regarde avec envie, elle-même ne pouvant se permettre d'en faire autant. Il le lui rend et propose de passer la soirée devant un bon DVD. Elle ne répond pas. Elle est déjà plongée dans la lecture de l'édito. Vincent quitte la pièce en bougonnant qu'il ne comprend pas comment elle peut l'abandonner encore une fois, lui, pour elle. Marjorie lit maintenant les pages littérature. Le coup de cœur de la semaine est Petite Louise de Marie-Ange aux éditions Complicité.
La couverture du roman présente la photographie polaroïde d'une petite fille, sagement assise sur une grosse valise, seule dans la foule agitée d'un immense hall de gare. Le visage de Marjorie blêmit. Elle suffoque et laisse choir le magazine sur le dessus de lui. Elle ferme les yeux, pose une main sur son ventre et contrôle sa respiration quelques instants. Retrouvant peu à peu ses couleurs, elle s'assied en tailleur et lit le commentaire. Marie-Ange signe là une première œuvre qui ne peut laisser personne indifférent. Et si le parfum d'amour que cette mère très particulière porte à son enfant devient entêtant au fil des pages, on ne peut s'empêcher d'en respirer la saveur jusqu'à la dernière ligne. En reprenant l'énigme de la petite Louise qui a défrayé la chronique il y a 20 ans et en la révélant avec une telle assurance, on en vient à se demander s'il s'agit bien là d'une fiction. L'auteur ne dévoilerait-elle pas plutôt une sombre histoire de famille? À cette question, elle répond que seule petite Louise décidera ou non d'en parler. Marjorie va s'asseoir à côté de Vincent. Elle boit du pinot directement au goulot. Bien que passionné par l'intrigue du film, il est très surpris par son attitude. Il appuie sur la touche pause de la télécommande. Elle lui tend le magazine, il lit l'article. Son visage devient grave. Vincent est plus âgé que Marjorie et il se comporte en pair avec elle quand c'est nécessaire. Car il a pleinement conscience que, quoi qu'il puisse faire ou dire, il ne lui fera jamais oublier qu'elle a été abandonnée. Il sait aussi que la grande Marjorie, avec qui il vit, est restée dans son cœur la petite Louise qui attend toujours sa maman. C'est encore un de ces auteurs en manque d'inspiration qui fabule sur un fait divers, lui dit-il d'un ton rassurant. Heureusement qu'on t'a changé de prénom. Il la prend dans ses bras et la berce. Promets-moi de ne pas lire ces bêtises. Cela te ferait encore souffrir inutilement. Non, je dois connaître tout ce qui se dit sur moi, dit-elle en tremblant. Bon, alors on lira ensemble, je préfère. Le lendemain matin, Marjorie se rend dans la librairie Bonne Nouvelle, située à quelques pas de la place Notre-Dame. Le livre Petite Louise est placé au cœur de la vitrine. La libraire, tout en lui vendant le dernier exemplaire, lui confie que l'éditeur n'avait pas prévu un tel succès et que le titre est déjà en rupture de stock. Marjorie se promène dans les rues, dans la rue Bayard, une rue typique des vieux quartiers de Grenoble, avec ses fameux bouquinistes et antiquaires. Elle passe devant le Café de France, s'éloigne, hésite, recule, puis entre, s'installe et commande un thé. Elle sort le livre du sachet et regarde le dos de la couverture. Elle est déçue car il n'y a pas la photographie de l'auteur.
Elle lit la biographie. Marie-Ange est née à Paris en 1963. Elle a quitté la France très jeune pour étudier la danse à New York. Sa grande notoriété de chorégraphe l'a entraînée à parcourir le monde. Suite à une maladie, elle est revenue en France pour se consacrer à l'écriture de Petite Louise. Ce roman est son premier ouvrage. Il a été une thérapie pour elle, un virage important et nécessaire dans sa vie qu'elle se devait de prendre. Marjorie feuillette le livre et instinctivement se met à le lire. Je me nomme Marie. Ange, c'était le prénom de ma sœur jumelle. Elle est née un quart d'heure après moi. On se ressemblait tellement que dès notre plus tendre enfance, nos parents nous ont transformés en une seule personne. Ils disaient « Tiens, voilà Marie-Ange ». Si cela faisait rire ma petite sœur, moi par contre j'en souffrais. Je cherchais sans cesse mon identité. J'avais besoin de prouver ma différence, de prouver que je pouvais exister sans elle, tout en sachant que je ne pouvais me passer d'elle. Le temps passait et je ne trouvais toujours pas ma place dans la société. Alors, dès que j'ai obtenu mon bac, pour conjurer le sort, j'ai coupé tous les ponts, tous les cordons. Je me suis inscrite dans une école de danse à New York pour un cycle de 4 ans. Quand j'ai annoncé mon départ à Ange, elle n'a rien dit. Mais je sais qu'elle n'a pas compris. Comme d'habitude, elle m'a imitée. Elle a quitté la maison familiale pour aller faire des études de psychologie à Grenoble. Je souffrais de cette distance, de cette absence, de cette moitié de moi qui était à l'étranger. Je sentais que ces lettres reflétaient de moins en moins la vérité, mais je refusais d'y penser. Je continuais à suivre avec acharnement le chemin que j'avais tracé devant moi. Après 3 ans de séparation, je lui avais promis de venir à Grenoble pour passer mes vacances d'été avec elle. Mais au dernier moment, sous un faux prétexte, j'ai annulé. Pourquoi ai-je fait cela? Peur de ne pas être assez forte? Je ne sais plus. Tout ce dont je me rappelle, c'est que le jour où j'ai reçu le télégramme, un horrible pressentiment s'imposait déjà en moi. La nouvelle de son suicide n'était que le révélateur instantané d'une culpabilité sombre que je croyais avoir définitivement enterrée. Je voulais remonter le temps, changer le cours des événements, la prendre dans mes bras, l'aider à grandir. Mais je savais que je me débattais dans un calendrier cérébral digne d'un mauvais film de science-fiction et qu'il n'y avait déjà plus de solution. J'avais voulu séparer nos âmes siamoises. L'opération était trop risquée et ma sœur n'avait jamais cicatrisé. Lorsque je suis arrivée à l'enterrement, mes parents ne m'ont pas serré dans leurs bras. Ils s'obligeaient à paraître dignes, froids et distants, comme toujours. Leurs larmes coulaient à l'intérieur de leur corps en noyant leurs entrailles sèches. En les voyant, pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de devenir comme eux. À la fin de la cérémonie, ils m'ont dit que nous étions des enfants sans cœur, car ils ne nous avaient pas revus, ni l'un ni l'autre, depuis nos départs respectifs. C'était la première fois qu'ils utilisaient le mot « enfant » au pluriel. Fallait-il qu'elle soit morte pour qu'ils nous séparent physiquement l'une de l'autre? Je suis retournée à New York
en emportant une mallette quand je m'avais légué. Elle contenait des articles de presse et la photographie Polaroid d'une petite fille que je ne connaissais pas. Il y avait aussi un cahier qui contenait tous les messages qu'elle n'avait jamais osé m'envoyer. On aurait dit des mails. L'histoire de sa vraie vie fragmentée. Je lisais, ma tête tournait. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de continuer. Marjorie tourne la page. Puis-je encaisser, s'il vous plaît, dit le serveur, planté devant elle. Mon service est terminé. Comme prise en flagrant délit, Marjorie sursaute, referme le livre, paie et s'en va, quitte le café. De retour à son domicile, elle reprend la lecture à son début, avec Vincent. Il lit à voix haute un moment, puis s'arrête et dit que des clichés dans cette histoire. Ange s'amourache d'un homme marié qui la laisse tomber quand il sait qu'elle est enceinte. Elle arrête ses études pour travailler. Ensuite, cela devient carrément débile. Elle cache sa grossesse, accouche seule, ne donne pas de prénom à son enfant, ne le déclare pas à l'état civil. Et en plus, personne ne le découvre pendant 2 ans et... Non, attends. Dans les cas de déni de grossesse, cela ne se voit pas. C'est comme si le bébé poussait à l'intérieur du ventre. Et ensuite, elle n'a pas dû se sentir capable de l'assumer ni d'en parler à ses parents pour ne pas briser l'honneur de la famille ni déranger sa sœur dans sa carrière. Et alors elle ne tournait pas rond. Elle aimait à sa façon, dit Marjorie, en reprenant aussitôt la lecture des messages. De Ange à Marie. Jeudi 8 août 1985, 16h. Objet, ta venue. J'ai arpenté les rues de mon quartier ce matin, toujours le même trajet. Le disque de mon avenir est rayé. Mon diamant ne sort plus du sillon. Le grand DJ qui mixe ma vie est-il devenu fou? La petite est encore seule. Tu te rends compte? Elle va avoir 2 ans. Elle n'est jamais sortie de l'appartement. Elle ne connaît que moi. Cela ne peut plus durer. Toi, grande sœur, tu sauras. Tu as toujours su ce qu'il fallait faire. Tu nous aideras à tourner rond jusqu'au bout de notre galette de vie. On t'attend, Ange. Dimanche 18 août 1985, 23h30. Objet, ta non-venue. Je m'étais trompée. Tu as mieux à faire que de venir nous aider. Dimanche 25 août 1985, 18h. Objet, ta non-venue. Je vais l'offrir à qui voudra bien l'aimer. Je l'ai paré de sa plus belle robe, de mon béret et de ses soquettes roses à pompons. J'ai rangé ses affaires dans une valise. J'ai écrit ce mot. Aimez-la, elle le mérite, sa maman. Nous partons pour la gare. Là-bas, je lui dirai de s'asseoir sur sa valise et de m'attendre bien sagement. Puis, je ferai une photo d'elle, exprès pour toi, et je me sauverai. Samedi 31 août 1985, 23h. Objet, plus la peine de venir. J'aurais tellement aimé te l'offrir, que ce soit toi, sa maman. Enfin, je pense qu'elle est entre de bonnes mains maintenant et qu'elle va être aimée. J'ai supprimé toute trace d'elle dans mon appartement, découpé les articles de presse la concernant. Je te les mets dans la mallette avec le Polaroid et mon cahier. Les cachets commencent leur
effets. Je te quitte. Garde le secret. Soyez heureuses. Toutes les deux. Ange. Marjorie interrompt sa lecture. Vincent prend aussitôt la parole. Elle fabule. On n'offre pas sa fille à un inconnu. Cette histoire n'est qu'un ramassis de mensonges. Puis il reprend, convaincu qu'il vaut mieux en finir vite avec ces niaiseries. J'étais effondrée, je n'avais qu'une idée en tête, tout raconter à la police et récupérer l'enfant, mais en même temps je me devais de respecter sa volonté de ne rien révéler. J'ai lu les articles de presse, les psychologues disaient que le comportement de la petite était bien étrange. C'était comme si elle venait d'une autre planète et qu'elle n'avait jamais rien vu sur Terre. Pourtant, elle parlait correctement le français. Ils l'ont surnommée Petite Louise parce que c'était la Saint-Louis de France ce jour-là et qu'elle ne répondait à aucun prénom. L'enquête n'a jamais progressé, personne ne l'a jamais ni reconnue ni réclamée. La petite Louise, en grandissant, a continué à faire des fugues pour retourner à la gare attendre sa maman. Elle a ému tant de monde, elle a tant fait pleurer, il y a eu tant d'articles sur elle, puis plus rien. Et le mystère de la petite Louise est resté intact. Et si elle n'a rien de plus à dire, ce n'est pas la peine d'écrire un livre, dit Vincent en le refermant. Alors, je vais continuer seule, dit Marjorie, en le rouvrant. Marie subit une intervention chirurgicale et apprend qu'elle a un cancer du sein. Elle suit un traitement médical éprouvant. Ses cheveux tombent, puis repoussent. Son corps se répare, les analyses sont bonnes, tout indique sa guérison. Cependant, elle souffre dans son âme. Elle revient vivre à Paris pour quelque temps. C'est là qu'elle rencontre Brigitte, une bénévole dans une association qui aide les femmes à se reconstruire moralement après ce genre d'intervention. Elles deviennent très vite des amies. Marie lui raconte alors son terrible secret. Brigitte l'écoute sans porter de jugement. Marie se sent soulagée. Elle vient enfin de déposer son lourd fardeau. C'est alors que Brigitte formule une question qui n'avait jamais effleuré l'esprit de Marie. Qui prouve qu'Ange a dit la vérité? Qu'elle n'a pas réalisé ce cliché par hasard, découvert l'intrigue dans un journal et inventé toute cette histoire sous l'emprise de sa personnalité déséquilibrée? L'univers de Marie s'écroule brutalement. Brigitte a conscience qu'elle déstabilise son amie, mais elle veut l'obliger à réagir, à affronter la réalité. Elle doit la convaincre de retrouver Louise ou d'arrêter de penser à elle. Elle sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Peu de temps après, Marie prend une décision importante. Elle s'installe à Grenoble, quartier Notre-Dame, où ont vécu Ange et petite Louise, et commence l'écriture du roman.
Marjorie sursaute. Elle habite justement là. Serait-elle née ici? Et elle y serait revenue par hasard? Elle réfléchit. Vincent la surveille de loin sans rien dire. Elle reprend la lecture. Maintenant, c'est à toi que je m'adresse, petite Louise. Je sais que tu vas lire ce livre. Je l'ai écrit pour toi. Alors ne le referme pas. Écoute-moi, je t'en prie. Brigitte n'a installé aucun doute en moi à ton sujet. Tu ne dois donc pas en avoir non plus. Cette histoire est vraie. Tu dois me faire confiance. La preuve, ton regard sur la photo, celle de la couverture, n'est pas celui de la fillette terrorisée diffusée par la presse, mais bien celui d'une petite fille qui admire sa maman. Tu sais, ce portrait ne m'a jamais quitté. Je l'ai tellement contemplé que souvent j'ai cru que c'était moi qui l'avais usé. Au plus profond de ma chair, de jour en jour, d'année en année, mon corps de danseuse étoile a dissimulé une grossesse permanente de toi. À Noël, je te décorais des sapins, je t'achetais des cadeaux. J'ai encore pleuré le 28 août de cette année pour tes 22 ans, en pensant que tu ne connaissais toujours pas ta date de naissance. Mes amis croient que j'ai une phobie ou que j'ai perdu un enfant et que je n'arrive pas à en faire le deuil. Qu'importe ce qu'ils imaginent, ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que tu penses de moi. Le temps est venu de te demander pardon. Pardon de ne pas être venu à ta rencontre plus tôt. Pardon de ne pas avoir trouvé la force de le faire avant que Brigitte ne me suggère d'avorter de toi. Je t'aime depuis si longtemps. Tu es toute ma famille. Tu es mon enfant. Je ne veux plus chercher ton image ni ton visage dans la foule. On doit se retrouver. Ce livre aura du succès, il le faut. Je le dédicacerai dans toutes les librairies. Et un jour, tu t'avanceras vers moi. Et nous n'aurons nul besoin d'échanger de mots. Nos yeux se parleront. On sera face à face, si proches, si complices, que tout le monde saura que tu es ma fille et que je suis ta maman. Je t'attends, petite Louise. Viens, Marie-Ange. L'obscurité est tombée. Les décorations électriques de Noël scintillent dans la ville. Avec une démarche d'automate, Marjorie se dirige droit vers la lumière de Bonne Nouvelle, dont le reflet palpite sur le rebord humide d'un trottoir enneigé. Elle porte sur sa tête un béret dont elle n'a jamais voulu se séparer. Une file de lecteurs, petite Louise à la main, s'étire déjà sur la chaussée.
Elle se place derrière un monsieur à forte corpulence. Il avance d'un pas. Elle en fait de même, mais son esprit recule d'autant. Elle a l'impression de se déchirer. C'était tellement plus simple de rêver qu'elle allait retrouver sa maman. Aujourd'hui, elle a peur. Elle sait que si elle est déçue, elle n'y survivra pas. Elle a envie de se sauver et en même temps, elle sent que son destin ne peut s'éclairer qu'en restant là. Elle avance encore d'un pas, ses mains sont moites, son cœur s'emballe. Elle se rapproche inexorablement de la table de dédicace. Elle penche furtivement la tête de côté pour voir l'auteur, mais la librairie est bien trop étroite pour le lui permettre. Le photographe termine les prises de vue de l'écrivain. Il réalise une photo du monsieur à la forte corpulence qui parle avec Marie-Ange, en faisant de grands gestes. Puis, il actionne le zoom sur la jolie femme qui est juste derrière lui. Et là, dans son écran, il voit le même visage que celui de l'auteur, avec quelques années en moins. Il réfléchit. Pendant ce temps, le monsieur à la forte corpulence se retourne pour sortir de la librairie et, en voyant Marjorie, s'arrête, comme paralysée dans son mouvement. Marjorie se retrouve face à Marie-Ange, dont les yeux sont baissés à ce moment-là. Marjorie dépose petite Louise sur la table. « À qui dois-je le dédicacer ?» demande Marie-Ange, sans la regarder et d'un ton désespéré. « À ma maman, » dit Marjorie. Marie-Ange écrit, toujours sans lever les yeux, mais au son de la voix qu'elle vient d'entendre, son stylo s'est mis à trembler. « À Marie-Ange, ma maman, » rajoute Marjorie. Le brouhaha laisse place au silence. Les personnages se figent. Ils réalisent qu'ils assistent en direct à la résolution de l'histoire. Certains pensent même déjà à la double dédicace. La libraire, se rendant compte qu'elle connaissait Petite Louise et que ça se passe dans sa librairie, ne parvient plus à retenir ses larmes. Le photographe mitraille discrètement. Marie-Ange semble prête à s'évanouir. Elle lève doucement ses yeux sur Petite Louise et leurs regards se rencontrent enfin. Et tout l'amour d'une mère de cœur, accumulé pendant 20 ans, commence son long travail de téléchargement dans les yeux de sa fille. Temps restant de la connexion indéfinie. Merci.
Donc cette lecture était accompagnée à l'accordéon par André Giroux. Et interprétée par Muriel Roux. Merci. On a présenté une lecture qui était presque un spectacle. C'était une lecture musicale autour du texte de Claire Hebel, La Petite Louise, qui est un petit livre assez surprenant, qui a une forme tout à fait inattendue, avec une histoire. Il y a une histoire dans l'histoire. Il y a l'histoire de La Petite Louise telle qu'elle est écrite dans le livre, et puis il y a l'histoire que chaque lecteur se raconte à la lecture. Et ce texte, il a été approprié en fait par Muriel Roux et André Giroux, l'accordéoniste, qui en ont fait quelque chose de très particulier, avec une manière dont l'instrument de musique trouvait sa place dans les interstices laissés par le texte et dans la pensée de ceux qui écoutaient l'histoire. Bon, ça paraît complètement abstrait ce que je dis là, mais c'était quelque chose de très vivant. En fait, malheureusement, il arrive parfois que dans les lectures musicales, on ait le sentiment que l'instrument est un peu plaqué là par-dessus, ou vaguement en fond sonore ou en accompagnement. Là, c'était pas ça du tout. C'était vraiment une imbrication de la musique musicale et de la musique de la langue, et une manière de rythmer le récit qui était tout à fait intéressante. Et c'est d'ailleurs exactement ce que nous ont dit plusieurs personnes du public, en ayant le sentiment non pas qu'on leur avait lu une histoire, mais qu'ils avaient été dans un film, en fait, qu'ils avaient vu un film, parce que voilà, la présence de la musique dans cette lecture de La Petite Louise, elle était aussi fine et intelligente que peut l'être une musique de film, quand elle est bien intégrée au cinéma, mais enfin, en général, ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'était une expérience vraiment intéressante, une lecture musicale atypique par rapport à celle qu'on a pu faire. Et un petit livre qu'il faut découvrir, et sans doute est-ce intéressant de lire le livre après avoir entendu la lecture, tout autant qu'il est intéressant d'avoir lu le livre d'abord. Enfin, moi j'avais lu le livre avant, mais je me dis que découvrir le livre après avoir entendu la lecture, ça doit être assez intéressant. Ce serait intéressant d'avoir des retours des gens qui ont acheté le livre à l'issue de la lecture d'ailleurs.